Donc en fait, moi je vais faire un petit retour d'expérience sur ce que j'ai pu faire sur le sujet du CloudBerry. Donc vraiment orienté backup, etc. Enfin, pas aspect migration. Donc vraiment le retour d'expérience sur la solution et voilà. Donc qui suis-je? Donc Florent Caron, ingénieur Cloud DevOps chez Gecko. Donc ma partie, les sujets que je traite ici, c'est plus le backup et des sujets aussi de disaster recovery. Donc il y a des sujets de disaster recovery qui ont été traités avec succès, ainsi que des sujets de backup pour des clients plus ou moins importants. J'ai fait, si vous connaissez l'école 42, donc j'ai eu un parcours un peu plus dev avant de faire cette branche de métier. Et puis autodidacte, passionné par le développement et l'architecture depuis 97, depuis ma naissance. Et puis bien sûr, fan inconditionnel, geek comme je suis de Silicon Valley. Donc pourquoi sauvegarder dans le cloud? Là j'ai mis un peu une animation sur, un retour sur la sauvegarde classique sur bande. Donc, et je l'ai listé les inconvénients. Donc les inconvénients de ce type de sauvegarde, c'est quoi? Le support est physique. Donc pour rappel, la sauvegarde sur bande, c'est vraiment la sauvegarde la plus utilisée dans le monde de l'entreprise actuellement. C'est en cours d'hybridation, mais pas pour le moment. Enfin, c'est en cours. Et donc les inconvénients, le support physique, donc perdu, volé ou détruit. Il peut avoir une illisibilité de la bande magnétique, ce qui arrive dans des cas assez courants quand même. Le stockage du support, donc la sécurité et l'humidité dans le milieu, etc., qui peut endommager le support, et les opérateurs requis à la sauvegarde, donc le coût que ça engendre derrière, et ce qui peut être assez important pour le transport et la gestion, bien sûr. Donc quelles questions à se poser, quelles questions nous sommes posées justement, donc pour les clients et dans le cadre de notre POC qu'on a fait dans l'entreprise. Donc quel scope de serveur et où poste client, la compatibilité de l'environnement, le type de sauvegarde, donc si on part sur des données brutes, donc du backup simple de fichiers, sur de l'image système, sur du backup de base de données, à chaud, à froid, etc. Si on a le droit à l'erreur, si je puis dire, sur des bases de données, ce qui est assez important. Et comment industrialiser la solution en entreprise, c'est très très important, et surtout quelles procédures sont-elles associées à l'industrialisation. Ensuite, en entreprise, on trouve aussi souvent le cas de comment exploiter, l'exploitation de la data, donc l'aspect monitoring qui en écoute ça, et donc comment l'interface qu'on va voir ensuite, l'interface de gestion de CloudBerry, c'est vraiment un atout important dans l'aspect exploitation, et c'est très très important pour les entreprises en plus du backup simple de fichiers. La fiabilité bien sûr de la restauration, parce qu'une sauvegarde sans restauration c'est pas possible, et puis l'impact sur le réseau, donc l'impact qui est bien sûr très important, surtout en journée, surtout sur des serveurs applicatifs type Citrix, etc., etc. Et bien sûr les tarifs, le prix. Donc voilà. Donc la solution étudiée, bien sûr, CloudBerry Backup. Donc ce qu'on nous promet, c'est une compatibilité Windows, Mac, Linux. Comme je vous l'ai dit juste avant, un management, une console de gestion, une interface de gestion, et une tarification défiant toute concurrence de 50 $ par an à 150 $ par an pour une sauvegarde vers le cloud. Donc là, on parle bien sûr que des tarifs licences. Donc voilà la solution étudiée. Et donc voilà, nous on est vraiment parti dans cette optique d'utiliser CloudBerry. Pourquoi? Parce que ça convenait aux usages de nos clients, les attentes des clients. Et du coup on s'est concentré à faire un POC sur CloudBerry et pas d'autres solutions. Donc parce que ça convenait à nos clients à cette époque-là, et bien sûr si d'autres solutions se présentent et se mettent en ligne de mire de CloudBerry, si je puis dire, concernant la tarification, etc., et les avantages qu'il apporte, bien sûr, on POCera là-dessus pour essayer de comparer les solutions. Donc le périmètre du test, donc dans un premier temps, on a déployé la solution de CloudBerry sur un scope défini. Donc je rappelle qu'on a vraiment fait un POC ici, plus les clients qui ont adopté cette solution. Et donc là, en l'occurrence, je parle d'environnement client, parce qu'il y a beaucoup plus de questions qui se sont soulevées là-dessus. L'exploration de l'interface de gestion, comme dit précédemment, le Managed Backup Services, le MBS.
la définition des plans de configuration et de sauvegarde. Et il y a eu une grosse avancée cette nuit. Et la restauration de données, base de données et images. Donc voilà, c'est vraiment le périmètre du test qu'on a pu tester. Donc la première phase, le déploiement. Donc il y a dans le déploiement, il y a vraiment deux types d'installations. Une installation, comme vu précédemment, sur poste de travail. On va plutôt privilégier l'installation locale. L'installation locale, c'est simplement un agent basique, suivant, terminé. Agent installé comme un logiciel très classique. Et une interface graphique. Et ensuite, une installation distante en utilisant la CLI de Cloudberry. Donc Cloudberry, son agent est compatible en ligne de commande, donc on scripte derrière ce qu'on a fait dans un environnement client. On a vraiment eu un petit travail de développement pour scripter la solution et industrialiser le produit. Et ça a très bien fonctionné. On a des bons retours là-dessus. Et ce qui est une partie vraiment facile dans le cadre du déploiement. Donc dans les deux cas, dans le cadre d'une mise en œuvre locale ou distante, on installe simplement l'agent. Et ensuite, le travail de gestion des licences, de configuration de plan de sauvegarde, de plan de restore, etc., tout se fait via... Enfin, personnellement, je le fais via l'UMBS. C'est faisable, bien sûr, depuis l'agent, depuis la CLI, mais ça devient un peu plus compliqué, quoi. Quand on a une belle interface, vaut mieux l'utiliser. Donc voici pour le déploiement. Je parlais de l'interface de gestion. Donc là, bien sûr, on est sur l'ancienne version de l'interface de gestion. Pourquoi? Parce que le support de Cloudberry a sorti une mise à jour cette nuit. On pourra faire un petit tour sur l'interface juste après. Et donc l'interface de gestion, elle ressemble à ça. Donc là, par exemple, le déploiement est effectué sur 6 serveurs. Ouais, sur 6 serveurs, pardon. Et donc 6 serveurs Windows. Donc là, on était sur des serveurs Windows 2008-2012. Donc ça assure quand même une compatibilité sur du 2008 qui commence à vieillir en entreprise, une dizaine d'années quand même, et du 2012. Donc on a installé l'agent, il est remonté, et ensuite nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement gérer la licence produit, les licences pour la première utilisation. En fait il y a deux solutions. Dans le cadre du déploiement, on peut simplement ajouter une petite ligne qui va lui attribuer une licence. Nous, dans le cadre de notre POC, on a utilisé dans un premier temps des licences d'évaluation pour pouvoir évaluer le produit tout simplement. Et donc, c'était pas faisable. Enfin, on a eu des problèmes là-dessus au niveau des licences, ce qui est pas gênant. Du coup, en fait, on est passé par l'interface, la petite molette, edit account, et puis derrière, on a choisi la licence, et on a choisi le nom de la société. Et puis ensuite, on remonte les licences que l'on désire. Donc il y a du desktop, il y a de l'image, il y a du MS SQL et du Ultimate. Et puis voilà. Donc en fait, l'agent est remonté, la licence est configurée. On voit du OK partout et du connect partout. Ça veut dire que tout est bon. Les ports sont ouverts et la connectivité réseau est OK. Et backup status parce que plus un fail parce qu'il y a eu un petit souci sur ce serveur-là. Mais voilà. Donc une fois que l'agent est déployé, on insiste bien sur le fait de l'importance de l'interface de gestion parce qu'elle est essentielle, elle est vraiment essentielle sur l'outil. Et puis après, bien sûr, on a aussi tout cet aspect monitoring qui est vraiment une plus-value sur l'interface, sur l'état des disques, s'ils sont pleins ou pas, s'il y en a 1 ou 8, et le CPU et la mémoire. Le CPU et la mémoire qui sont hyper importants. Par exemple, lors d'une sauvegarde client, chez un autre client qui avait adopté Cloudberry sur un très gros serveur, on s'est rendu compte en fait que le client avait 98% de mémoire utilisée et on l'a vu avec Cloudberry en fait, parce que sinon on ne l'aurait pas vu avant. Et enfin, on l'aurait vu un peu plus tard quoi. Du coup ça nous a bien sauvé la vie sur ça. Et puis voilà quoi, donc vraiment c'est un peu le tour de l'interface. L'interface est hyper complète. On pourrait passer je pense 1 heure là-dessus très facilement. Parce que là, je vous expliquais tout ça, mais on est simplement dans le remote management. Ensuite, il y a tout l'aspect monitoring, il y a l'aspect download, donc télécharger l'agent qui est fourni par Cloudberry. Tout cet aspect de rebranding, etc., les utilisateurs, la gestion des utilisateurs et des administrateurs, ainsi que les sources de stockage, parce que Cloudberry est multi-cloud, donc utilisable, nous dans notre cas, on va l'utiliser avec Amazon, avec AWS, mais il est compatible avec plein d'autres clouds et plein de technologies de stockage différentes qui sont configurables là-dessus. Et puis bien sûr il y a aussi du backup de G Suite, de Google Works et de
et d'Office 365, que moi je ne me suis pas aventuré à tester, parce que c'était pas le besoin du client à ce moment-là, mais bien sûr, il faut qu'on ait un peu plus de temps, on testera tout ça en détail, étant donné qu'on va passer sur une des deux technos. Donc voilà. Donc pour la suite de l'interface de gestion, on a deux choses bien distinctes. Une fois que les agents sont remontés, on a configuré la licence, etc. On a deux types de plans, on a le plan de sauvegarde et le plan de configuration. Donc typiquement, le plan de sauvegarde, c'est, je choisis le nom, la source, la destination. Donc la source, on va sélectionner les fichiers à sauvegarder, ou les bases à sauvegarder, les bases de données, ou tout le système, parce que c'est une image système. Et puis, il y a quelques options à l'intérieur. Là, bien sûr, c'est un diaporama, je n'ai pas pu déployer toutes les choses. On pourra voir ensuite sur la présentation de l'interface, directement sur le web. Et ensuite, on peut sélectionner, exclure les fichiers système, ou exclure tel ou tel type de fichier, les sélectionner à la main, etc. etc. Et puis, voilà les filtres. Il y a quelque chose de très très intéressant et très très utile, surtout sur du stockage cloud, où on paye vraiment à l'utilisation du stockage. C'est la compression. La compression qui est de type gzip là-dessus, donc qui nous assure à peu près entre 20 et 40% selon le type de fichier, qui est assez convaincant. 30 sur un environnement client, on a eu à peu près 4 Tera, donc 4000 gigas sauvegardés, alors qu'on avait à peu près, là on est monté à 50%. On avait à peu près 7500 gigas et on est descendu à 4000. Donc ce qui est vraiment très très intéressant, 4000 sur S3 bien sûr. Et donc voilà, la compression est vraiment intéressante et sur le milieu, pour un environnement client et autres. Et ensuite on a l'encryption, donc l'encryption 128.256 pour la data. On a une option de déduplication locale, donc nous on a utilisé l'option de déduplication locale, donc qui gère les fichiers, etc. Pour éviter d'avoir des doublons dans tous les sens. Et puis les politiques de rétention, quelle version de fichier je garde? Est-ce que je garde des versions de fichiers ou des dates? Est-ce que je gère ça par date? Est-ce que je gère ça par version de fichier, etc. Donc toutes les politiques de rétention, donc plan de sauvegarde. Les options directement, on sélectionne tout simplement les plages horaires, donc je veux lancer ce plan de sauvegarde tous les jours, toutes les heures, machin. Sinon, et après, ce qui est très intéressant, c'est par exemple pour l'exploitation, on peut exécuter des scripts pré-post-actions, et en fait on peut exécuter des scripts avant ou après le plan de sauvegarde, une fois que c'est bien déroulé, etc. Et par exemple, pour une équipe d'exploitation d'un client qui est assez important, ils utilisent un outil qui s'appelle Nagios pour leur monitoring. Et du coup, en fait, on peut faire un petit travail de développement derrière pour envoyer simplement, ok, par exemple, vous ne voulez pas utiliser cette interface-là parce que votre exploitation utilise Nagios. Alors, on va dérouler un petit script de 2-3 lignes qui va envoyer simplement une impulsion à Nagios pour dire la sauvegarde est ok ou non ok, quoi. Donc, vraiment, c'est vraiment très intéressant de pouvoir exécuter des choses. Envoyer ces scripts depuis l'interface et les exécuter d'une manière un peu plus facile, quoi, pour éviter de rejouer une procédure de déploiement de script directement sur un serveur de tel type. C'est beaucoup plus simple et donc voilà. Et après bien sûr les notifications, donc, les mails reçus, etc. en cas d'échec ou dans tous les cas, etc. Ensuite on a le plan de configuration. Il m'a bien sauvé la vie, mais il m'a sauvé la vie après coup, parce qu'après je me suis rendu compte d'avoir configuré tous les proxys sur plus d'une trentaine de serveurs à la main. Je me suis dit, ah tiens, il y a une option pour configurer un proxy. Bon, c'était pas mal. Et donc on peut générer la connexion, la bande passante. Donc on peut réguler la bande passante. Par exemple, le client de 8h à 18h, c'est un serveur applicatif, donc le client travaille dessus. La connexion est de 100 kilobytes. On va limiter à 50, quoi. On va limiter à 50%. Enfin, ça dépend de l'application, ça dépend de l'utilisation, etc. Mais vraiment, on peut limiter la bande passante, qui est un atout primordial, parce qu'une sauvegarde d'un Tera à 100%, il va utiliser 100% de la bande passante, quoi. Et impossibilité d'accéder au serveur applicatif. Pareil, des politiques de rétention. Le logging, donc en cas de bug, en cas de debug plutôt, on peut sélectionner le niveau d'information, donc si on veut de l'info, si on veut de l'erreur, si on veut du hard level, vraiment le logging tout simplement.
le chemin est spécifié. Et puis ensuite toutes les options avancées et puis les options mémoire. Donc les options mémoire, ça a été utile pour le client qui est par exemple 98% de RAM utilisé. Les options, on peut sélectionner, enfin, on peut dire à l'agent, tu ne fonctionnes que sur ça, sur 2 vCPU. Tu utilises un CPU pour pouvoir gérer ton plan et tu peux utiliser au maximum 100 MB de RAM, quoi. Enfin, on peut vraiment gérer ces options, qui est vraiment un atout assez sympathique. Donc la sauvegarde. J'ai fait un petit schéma pour être très clair, enfin comparé. Ouais, j'ai fait un petit schéma. Donc là, on a la data center avec l'agent Cloudberry installé dessus, et ensuite toutes les données sont envoyées sur S3. Donc voilà, c'est vraiment pour faire très très simple schématiquement. Les performances, comme j'ai dit, la compression de 20 à 40%. Nous, on a du 50%, donc c'est vraiment ce qui a été annoncé par Cloudberry, mais on peut avoir beaucoup moins ou beaucoup plus. Ça dépend vraiment des types de fichiers. La dédupe locale, ensuite dans la sécurité, comme je l'ai dit, de la ES 256, et dans une récente version compatible sur Windows, on a eu l'excellente idée de mettre un anti-ransomware. En fait, je me suis pas amusé à balancer un ransomware sur un serveur pour voir si ça fonctionnait hyper bien, mais voilà, c'est une feature qui a été annoncée par Cloudberry, et j'imagine qu'une annonce, ça doit fonctionner parfaitement. Du coup, je me suis permis de mettre le point là. Et sur l'impact réseau, la limitation de la bande passante et la planification de la plage de transfert. Du coup, voilà sur la sauvegarde. La restauration, on a plusieurs types de restauration. Données brutes, image système, locale ou distante. C'est-à-dire, je veux restaurer, par exemple, j'ai un document en Word ou mon fichier PowerPoint, je veux le récupérer. La version, je l'ai oubliée, etc. Aujourd'hui, elle a été supprimée, je veux le récupérer la version de la veille, je la récupère sur mon serveur en local. Je peux le faire. Sinon, je prends un serveur qui est associé à mon entreprise et je peux récupérer le fichier de ce serveur d'hier sur mon autre ordinateur, mon autre serveur. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une option très intéressante et c'est un peu grâce au cloud qu'on peut faire un peu tout ça. Pourquoi? Parce que la sauvegarde, elle est centralisée, quoi, tout simplement. On the cloud, pourquoi physique virtuelle? Il y a une option très très intéressante qui est, je peux restaurer ma data. Ma data, elle a été sauvegardée à l'instant sur AWS. Je peux la restaurer soit sur mon serveur physique en haut ou soit sur une EC2 AWS. Je vais essayer de schématiser un peu. Et donc on peut vraiment, dans le cadre d'une image système, on peut faire une image système. J'ai essayé avec une Windows 10. J'ai mis un Windows 10 ici. J'ai fait une image système Cloudberry. Elle était sur S3. J'ai pris cette image, j'ai fait restaurer sur le cloud, restaurer sur une EC2. Et une EC2 s'est lancée avec Windows 10. Déjà, c'est pas mal de lancer du Windows 10 sur Amazon. Et c'est très très intéressant, comme je dis dans Recovery Ready. Moi qui ai eu des sujets sur le disaster recovery, c'est intéressant. Bon, c'est pas non plus du disaster recovery comme on entend dans le monde de l'entreprise, mais à moindre échelle, sur quelques serveurs, lorsqu'il y a vraiment un serveur qui ne fonctionne plus, etc., on peut vraiment se dire, bon, j'ai une image système qui a été faite, si vraiment je peux redémarrer mon application sur le cloud. Donc je peux faire un mini disaster recovery avec cette option-là. Donc après, bien sûr, il y a ses limites, etc., mais c'est possible. Donc ça peut être très très avantageux. Donc on a fait un petit business case sur la société Gecko veut mettre en place via l'outil une sauvegarde récurrente, donc à peu près sur 100 serveurs, on s'est mis une base de 100 serveurs. 100 serveurs, donc on va dire à peu près 80 Tera à sauvegarder, avec environ 30% de modifications et 100 Go 30% de modifications par mois et 100 Go aussi de resto par mois. On s'est vraiment dit ça. Et donc le coût de Cloudberry. Cloudberry a plusieurs licences. Backup de fichiers, backup image et Ultimate Edition. Il y a aussi d'autres éditions, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal, quoi. Et donc j'ai mis vraiment les principales. Et je pense que j'aurais même pu rajouter le MS SQL parce qu'il est vraiment hyper utilisé aussi. Donc le file backup, c'est du backup de fichiers, l'image aussi.
L'image, c'est l'image plus file backup, donc ça comprend les deux versions, donc 50-60 $. Et Ultimate Edition, on peut absolument tout faire avec. Donc il y a toutes les licences, il y a du SQL, il y a de l'image, il y a du file, il y a vraiment toutes les licences incluses. Donc on est sur des prix hyper compétitifs sur ce type de prestation. Et donc ça nous a vraiment, interpellé sur tout ça, quoi. Donc après le stockage et la restauration sur S3. Sur S3, en termes de stockage, j'ai mis les prix tous les prix sont par an. 25 500 € sur S3, dollars pardon, sur S3. Ensuite il y a S3 Infrequent Access qui est à 12 000 $. Et ensuite il y a Glacier à 7 500 €. On a sélectionné dans ce business case-là du S3 IA. Pourquoi? Parce que notre restauration est vraiment moindre. Pourquoi stocker sur S3 étant donné qu'il y a du Infrequent Access? Vraiment, la restauration est très très basse, du coup on s'est vraiment basé sur ce truc-là. Ensuite, bien sûr, si c'est de la restauration, tous les jours on va restaurer, on part sur du S3 et si on ne restaure que 2 fois à l'année, c'est plus du backup. On part sur le SI. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, donc après le transfert hors de S3, parce que bien sûr il y a le coût de sortie de S3 pour la resto, et donc on a 0,09 $ à partir d'un giga de données, 1 giga ou moins c'est 0. Donc à peu près on s'est dit qu'on allait restaurer 100 gigas par mois, donc au total on est à les licences. Donc j'ai mes 100 serveurs, on a mis 60 serveurs en backup de fichiers, on a mis 20 serveurs en image base et 20 serveurs en ultimate pour 80 Tera avec 30% de modif par mois. Sur du S3 IA, on a un coût total pour nos 100 serveurs de 16 100 $ par an pour le tout, avec la restauration incluse. Si demain on a vraiment un pépin, là c'est vraiment, je parle purement Amazon, si vraiment demain on a un pépin, on doit restaurer les 80 Tera parce que je ne sais pas, un data center va mourir, enfin j'en sais rien. Et on va restaurer les 80 Tera, ces 80 Tera là, ça va nous coûter 8 000 € à peu près. Donc on est dans des prix assez corrects. Si on repense, si on compare vraiment cette solution à la solution actuelle dans les entreprises qui est tout simplement les bandes magnétiques, qui a un coût extrêmement plus important. Enfin, je voudrais même pas faire le comparatif. Donc voilà, donc les avantages de Cloudberry sur la sauvegarde, la fiabilité des données, les exclusions possibles et l'antivirus, l'anti-ransomware qui a été présenté. Ensuite, Recovery Ready. Pourquoi? Parce que ça m'a vraiment interpellé la possibilité de remonter sur le cloud ou du physique. Donc, bien sûr, on peut remonter sur le cloud. EC2, c'est une option très très intéressante, mais on peut quand même remonter une image sur du physique. Pareil, j'ai testé du physique virtuel, du virtuel physique, virtuel physique. Enfin, j'ai vraiment testé énormément de cas. Et c'est intéressant de se faire un backup sur... j'ai mon serveur qui tourne sur une EC2, je me fais un backup image, et puis ensuite je le récupère simplement sur... là c'est un Mac en l'occurrence, mais admettons j'ai un ordinateur portable ou quoi, je restaure simplement l'image, et en fait j'ai mon EC2 sous la main, quoi. Et c'est vraiment une option intéressante. Et je pense que ça va en découdre des usages très intéressants dans les entreprises grâce à cette option-là, surtout pour le développement, pour voir un peu tout ce qui peut se passer là-dessus. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, sur l'exploitation, on a une industrialisation facile, parce que comme je l'ai dit, le déploiement pour moi a été vraiment facile. Mon script fait 3 lignes, enfin, il y a plus de commentaires à l'intérieur que de code. Et la CLI est accessible. En termes de monitoring, sur la gestion centralisée des plans de sauvegarde et de configuration est très très intéressante. Donc via le Managed Backup Services. Et la tarification qui est vraiment exceptionnelle. Par contre, on a rencontré quelques soucis. Enfin, bien sûr, il y a les avantages, mais il y a aussi les inconvénients. Donc les limites de Cloudberry. Donc on a obtenu des limites. Alors là, je vais vraiment mettre les choses au clair là-dessus. On a eu un client qui disposait du Windows Server 2003 jamais mis à jour. Donc installé, Windows Update désinstallé.
Les mises à jour de sécurité n'ont pas forcément été faites, sur certains oui, sur certains non. Et donc, sur du Windows Server 2003, on a eu, pour ce client-là, des problèmes. Par contre, j'ai bien sûr déployé... Déjà, il n'y a pas de TLS 1.1, donc c'est ça. Donc c'est non-compliant cloud. Hein. Exactement. Et du coup, tout simplement, celui-ci, ce client-là, a vraiment eu des problèmes de compatibilité avec du serveur 2003. J'ai testé sur Amazon avec du Windows Server 2003 mis à jour, Windows Update activé, parfait, rien à dire. Donc voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes le Windows Server. Et les anciennes versions de Linux, là par contre, on a eu des erreurs et on les a toujours. Sur les anciennes versions de Linux, on a des erreurs système, tout simplement, des arrêts, des interruptions. Il faut savoir que la version de Cloudberry Windows est en 5.8, elle est vraiment très avancée, on a des mises à jour très très courantes. Et les versions de Linux, on a une mise à jour là, le 10 janvier dernier, et c'est vraiment vachement mis à jour, donc je ne m'inquiète pas pour l'avenir de Linux côté Cloudberry, mais c'est vrai qu'actuellement ça pose ses limites. Et par exemple sous Linux, on a certains fichiers, on a un client, 100% des fichiers qui contiennent un caractère spécifique, etc. Erreur. Ça ne sauvegarde pas le fichier, ça envoie tout en erreur système, etc. Donc on peut imaginer qu'il y a des problèmes sur cette version, etc. Mais pour un peu... j'ai travaillé par exemple avec Mattei, les équipes de Cloudberry. On a toujours été écoutés sur le point... Enfin, le support nous a toujours écoutés, nos demandes, nos requêtes, etc. Et donc, les mises à jour sortent. Ça avance. Enfin, vraiment, ça avance. Sur du Windows, j'en parle pas parce que l'expérience a été très 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 bonne. Mais sur du Linux, c'est vrai qu'on a certains clients sous Linux qui demandent à ce que ça fonctionne, quoi. Et même nous, parce que notre environnement, par exemple Gecko, n'est que Linux. Et on aimerait bien un peu sauvegarder, tester la solution. Et donc voilà, donc vraiment le support nous a écouté là-dessus, et ça avance. Les versions de Linux avancent, et le Managed Backup Services, par exemple, avant on ne pouvait pas déployer de plan de sauvegarde, sauf sur la machine en local, et lorsqu'on commence à avoir plus de 100 serveurs, plus de 50, plus de 100 serveurs, c'est compliqué d'aller dans l'agent, de se connecter à la machine, de créer un plan, et de cliquer sur mettre en place, etc. Et c'est vraiment compliqué. Donc là, il y a une option qui est sortie cette nuit. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais ouais, c'est une option très très intéressante et ça va être vachement utile dans le milieu de l'entreprise. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et je vais maintenant laisser la place à Mattei pour la deuxième présentation. Merci Florian. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez des questions sur les solutions, revenir sur certains points? Bon, ça c'est clair. Peut-être après, tant qu'on digère un peu. Super. Je l'ai partagé avec toi sur via mail. Par mail? Vous faites du PRA de Mac aussi? En fait, on a du VGA et c'est de l'HDMI. Du coup, celui-ci, on n'a pas les adaptateurs, donc on les a oubliés à la maison. C'est un peu compliqué. Ils vont le vider. C'est ça. Sur Google Slide. Ouais. Ouais. Hop, je te laisse. Bonjour, donc suivant la présentation de Florian, on va parler un peu plus de Cloudberry. Je ne vais pas m'attarder sur les aspects qu'a déjà abordé Florian. Donc me voilà, Mattei, directeur des ventes et du service client Cloudberry pour bientôt 2 ans. Donc voilà, master administration internationale et développement économique à l'UPEC.
toujours été intéressé par l'informatique et les technologies de l'information, les technologies cloud depuis un peu plus de 4 ans maintenant, et puis des intérêts annexes dans tout ce qui est blockchain, crowdtech, et bien d'autres choses, mais on pourra en discuter après la présentation si ça vous intéresse. Donc Cloudberry, un petit point de vue historique. On a été fondé en 2008 par des anciens de Dell et de Quest Software, qui est donc une société qui a été rachetée par Dell à l'époque. On a commencé par développer un Cloudberry Explorer. Donc on s'est vraiment attaché à développer des produits pour le cloud dès le début. C'était vraiment notre focus. Et donc c'est un explorateur de fichiers pour Amazon S3. C'était quelque chose que Amazon proposait, mais à un niveau très simple. Nous on le proposait avec des fonctionnalités et puis une facilité d'utilisation bien meilleure, je dirais, qu'on a continué à développer depuis. Ensuite, on a enchaîné avec Cloudberry Drive. Cloudberry Drive qui est donc un outil qui vous permet d'intégrer votre espace de stockage à votre machine comme une extension. Et donc c'est ce que les Américains appellent le Infinity Storage. Ils savent bien marketer les choses. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça vous permet de connecter votre machine à l'espace de stockage en cloud. Et puis ensuite, en 2010, on a commencé à développer du backup. Donc c'était essentiellement sur des requêtes utilisateurs. En fait, on a eu vraiment, après qu'on ait développé Cloudberry Explorer, Cloudberry Drive, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit bon bah oui, ça c'est très bien, mais moi j'aimerais bien automatiser le transfert. J'aimerais bien pouvoir configurer le nombre de versions que j'aimerais garder dans le cloud. Voilà ce genre de requêtes. Et puis on s'est dit bah en fait ce que les gens veulent c'est du backup. Donc on s'est mis à faire du backup. Et on a développé Cloudberry Standalone, qui sont donc des licences, c'est juste un morceau de software que vous installez sur la machine et qui vous permet d'automatiser le backup, donc journalier, hebdomadaire, mensuel, etc. Et puis c'est un produit qu'on a effectivement continué à développer et qui existe toujours, qui est toujours possible d'acheter et c'est sous des licences permanentes, etc. Et puis ensuite, en 2013, on a lancé le Cloudberry Managed Backup, puisqu'on s'est rendu compte que pour les environnements plus larges, il s'agissait d'avoir la possibilité de manager de manière centralisée, et surtout dans un premier temps, pour nous, ça a été de monitorer et d'avoir du reporting, etc. sur les différents... Perdu la connexion. C'est pas grave, je la connais par cœur, je peux vous la faire. Voilà. Donc voilà, on est parti sur du donc c'est un web portal en fait sur lequel on peut avoir des données sur le nombre de plans de sauvegarde qui sont menés, le nombre de machines sur lesquelles tout est déployé, etc. Et puis c'est un produit qu'on a aussi continué à développer jusqu'à aujourd'hui, et notre dernière grosse mise à jour d'hier qui a un peu chamboulé la présentation de Florian. Aujourd'hui, le focus chez Cloudberry, c'est de faire des solutions de sauvegarde pour petites, moyennes et larges entreprises, mais aussi dans le cadre d'usage individuel. Donc, il y a beaucoup encore d'utilisateurs qui utilisent ça pour leur PC à la maison ou leur petite NASbox avec les photos de famille, etc. On est Advanced Technology Partner avec Amazon, donc depuis le tout début, vraiment, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment fortifié depuis le lancement de Cloudberry Explorer et développé, et on a un très bon niveau de partenariat avec Amazon, on s'entend très bien, et ce qui nous donne aussi plein d'informations sur les nouvelles technologies qui sont en train de développer et qui vont arriver dans l'année à venir. Enfin, on n'a pas une vision à 10 ans non plus, mais c'est utile aussi pour nous pour continuer à développer nos produits et la technologie. Et puis on est partenaire aussi avec tous les joueurs du marché, Azure, Oracle, ConnectWise, OpenStack, et bien d'autres, Backblaze, Wasabi, voilà, beaucoup d'autres partenaires. On a des centaines de milliers d'utilisateurs dans le monde, et donc, voilà, je vous disais prestataires de services aussi beaucoup. On a commencé à travailler depuis le début avec les prestataires de services et à engager des partenariats, mais aussi des départements informatiques en entreprise ou des clients individuels.
Donc on a été créé vraiment pour le cloud dès le départ, comme je le disais, et donc aujourd'hui on intègre plus de 30 espaces de stockage différents. Donc vraiment on trouve de tout, aussi bien en termes de services, de fonctionnalités que de prix. Et donc un gros avantage, je dirais, c'est la possibilité, ça donne une grosse flexibilité en fonction du type de client et du type de besoin, évidemment. Puisque on peut utiliser un certain type de cloud pour un client dont l'intérêt c'est juste d'avoir quelque chose de pas cher et d'accessible. Et par exemple Wasabi ou Backblaze sont des solutions vraiment très avantageuses en termes de prix, qui offrent pas du tout des services de cloud computing comme le fait AWS, mais qui offrent des espaces de stockage dans le cloud avec des temps de restore et de upload qui sont très bons. On protège actuellement un peu plus de 100 pétabytes sur l'ensemble de nos clients et on sauvegarde plus de la moitié, 65 pétabytes dans AWS actuellement. C'est bon, vous êtes dans les mêmes ratios que le cloud en fait. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est ça. Nos utilisateurs respectent les ratios du cloud. Voilà. Donc on est présent dans un peu plus de 70 pays. Essentiellement, donc plus de 300 000 utilisateurs aujourd'hui et bon, ça monte tous les jours, fort heureusement. Et on travaille avec un peu plus de 5000, je crois 5200, 5300 prestataires de services dans le monde, donc qui sont nos partenaires et qui distribuent notre solution aussi auprès d'utilisateurs finaux. Et donc la majorité de nos clients, plus de 50%, presque 60% en fait, de nos clients sont actuellement basés aux USA, qui est notre gros focus. Mais on voit un développement certain en Europe, essentiellement au Royaume-Uni, en France, mais aussi en Belgique, en Espagne, en Italie, en Allemagne, dans les pays du Nord aussi, beaucoup. On voit la Finlande ou même le Danemark, qui sont pourtant des petits pays, mais avec lesquels il y a de plus en plus de business. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. De voir ce développement qui a un peu mis du temps, on va dire, à arriver, si on compare avec les US ou même avec l'Australie, mais qui arrive et qui progresse vraiment bien. Et puis alors, donc ça c'est un peu la grosse question cette année liée à la régulation GDPR en Europe. Et donc nous on est complètement compliant, comme disent les Américains sur la régulation. Et on est en train de faire toutes les démarches pour qu'on soit, qu'on ait une certification en fait, et qu'on puisse partager ça avec nos partenaires et nos clients. Donc on observe vraiment une grosse croissance en Europe, je dirais depuis 1 an et demi, vraiment, qui est une accélération en fait, du développement, parce que le développement il est visible depuis quelques années, mais dans l'année passée, on a vraiment vu quasiment une explosion, je dirais, même de la demande. Et aussi bien pour des utilisateurs finaux que pour des entreprises ou des prestataires de services. Donc notre focus quand même principal, c'est de travailler avec des partenaires, vraiment, qui ensuite connaissent les besoins de leurs utilisateurs et peuvent y répondre. Mais on travaille aussi avec des utilisateurs finaux quand l'occasion se présente, quand les utilisateurs finaux nous contactent directement. Donc le modèle en standalone, c'est plutôt le modèle qui est designé pour utilisateurs finaux, aussi bien entreprises que l'usage individuel, je dirais, domicile. Et donc la solution managée que Florian vous a montré juste avant, qui est vraiment pour des entreprises plus larges qui ont des gros environnements de sauvegarde ou des prestataires de services.
En France, on travaille donc avec effectivement l'UABI, qui est un partenaire historique et qui est avec nous depuis le tout début du managed backup, avec Gecko maintenant depuis presque un an. Et puis on a aussi d'autres prestataires comme Initio, Microbrits, et on voit de nouveaux prestataires aussi, alors, de toute taille vraiment, qui nous rejoignent régulièrement. Donc voilà, ça c'est un peu quelque chose qui vient se rajouter à la présentation de Florian sur l'architecture du managed backup. Donc c'est vraiment la manière dont ça fonctionne. Le data qui est transféré ne vient jamais sur nos serveurs, à aucun moment, ce qui nous permet d'être très facilement